Donc je m'appelle Corinne Gouget. Ok, et donc racontez-nous donc pourquoi vous avez été amené à publier un livre sur les additifs alimentaires. En fait, moi, j'ai découvert une partie de vérité sur les additifs alimentaires en 1994 grâce à un article de presse en Angleterre où je vivais. Et j'ai acheté un petit carnet qui est là, qui s'appelle Find Out et qui était destiné aux futurs parents uniquement. Donc dans ce carnet, on expliquait qu'en étant enceinte, il fallait éviter tout colorant, tous additifs cassés orange ou rouge. Donc il ne restait plus grand chose à manger. Donc j'ai commencé à éplucher toutes les étiquettes et j'ai réalisé qu'il y avait un problème dans l'alimentation. Donc j'ai cuisiné moi-même tous mes plats et progressivement j'ai réalisé que d'autres enfants dans mon entourage étaient affectés au niveau du comportement et de leur santé par ces additifs-là. Sauf que ce carnet-là ne comportait pas le mot aspartame. Donc pendant 11 ans, je m'en suis méfiée, ne sachant pas ce que c'était. Et quand on allait dans l'index du milieu, le mot aspartame n'y était pas. Mais je m'en doutais que c'était pas bon, donc j'en prenais pas. Dans ma famille, 2 personnes proches en ont pris en grande quantité. Et toutes les 2 avaient des symptômes en commun, mais que je ne pouvais pas lier à cet édulcorant. Quels étaient les symptômes? Alors la première personne a eu assez rapidement des migraines et des spasmes la nuit. Donc c'est les mouvements incontrôlés des bras et des jambes en dormant. Et après ça a été saignement de nez, boulimie, prise de poids, insomnie, hyperactivité, érection cutanée, crampes dans une jambe pendant 4 ans, la chute des cheveux totale. Et problème de vue et d'audition. Et petit à petit c'est devenu des crises de paranoïa aiguë. Des crises d'agoraphobie très, très violentes et des crises de rage. On a l'impression que l'aspartame est un poison quasiment mortel. Ah oui, tout à fait. Mais ça, je ne savais pas. Quand on ne sait pas, si vous voulez, on va dire que la chute des cheveux, c'est héréditaire, que la prise de poids, c'est parce qu'on a faim, c'est du muscle, que les crampes, c'est qu'on a fait trop de sport, que les insomnies, c'est la fatigue, c'est trop de soucis, que les problèmes de thyroïde, c'est autre chose, les sinus, c'était de l'enfance, enfin. On va trouver 1001 excuses. Le diabète, c'est héréditaire, par exemple, on va dire. Cela dit, il y a d'autres produits qui existent, oui, qui sont aussi dangereux. Tout à fait. Tout ne peut pas se réduire à l'aspartame. Non, mais quand on en consomme beaucoup et qu'on a de nombreux effets secondaires qui sont liés, eh ben il n'y a plus de coïncidence. Donc moi, c'est qu'en 2003, où une personne est décédée d'une tumeur au cerveau dans ma famille en France. Qui consommait donc beaucoup d'aspartame. Ah ouais, je ne savais pas, mais bon, elle avait beaucoup de symptômes en commun, on va dire, mais j'ignorais ce qu'elle mangeait le matin parce que je ne vivais pas avec cette personne. Elle est morte à 48 ans d'une énorme tumeur au cerveau qu'on n'a pas pu enlever, en 9 mois d'agonie, après des années de maladies plus ou moins importantes au niveau des reins, de la peau, du sang, etc. Et donc j'ai donné ce petit carnet bleu à ma belle-sœur, qui avait déjà un bébé, parce qu'elle voulait un exemplaire et qu'elle n'avait pas d'argent pour l'acheter, même s'il coûtait presque rien. Et en rentrant en Angleterre, donc on va dire août-septembre 2003, j'ai recommandé ce carnet. Parce que pour moi, il fallait l'avoir en permanence avec moi. Vous voyez, il est attaché à mon sac. Et là, en le feuilletant, sans faire trop attention, j'ai remarqué qu'il y avait du violet. Je me suis dit, pourquoi il y a un petit rajout en cette couleur? Je ne connaissais pas. Depuis 11 ans, j'utilisais ce carnet. Et là, j'ai tourné la page. Et il y avait marqué, nous aurions espéré, en anglais, qu'après 16 ans d'édition de ce petit carnet, il n'y aurait pas de nouveaux additifs et que le carnet serait plus mince. Là, il faisait 47 pages. Mais on s'est trompé, malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons découvert le livre Excitotoxine, le goût qui tue, du Dr Russell Blaylock, qui nous montre que la situation s'est détériorée. Donc le docteur Blaylock disait, selon mon opinion, après avoir étudié d'énormes quantités de recherches médicales et de littérature, le monosodium, le glutamate et l'aspartame et d'autres excitotoxines rajoutées dans l'alimentation posent d'énormes problèmes pour notre santé et le bon développement normal du cerveau. Ça a ruiné des vies et ça fait souffrir des générations à venir. Donc là, je me suis dit, il y a un problème. Le monde civilisé, et spécialement les États-Unis, sont devenus le plus grand laboratoire expérimental de toute l'histoire. Et la question qui demande une réponse est la suivante. Sommes-nous en train de créer un monde de cauchemar? Et là, le cauchemar, j'ai vu. Donc j'ai tourné la sacrée page qui est là. Et là, j'ai découvert que l'aspartame pouvait provoquer des rages soudaines, des psychoses sexuelles,
peut-être de la schizophrénie, l'obésité, des migraines, baisse de l'intelligence, insomnie, hyperactivité, problèmes de vue, problèmes au cerveau, etc., jusqu'aux crises d'épilepsie, le diabète et compagnie, hypoglycémie. Et donc je me suis dit, c'est pas possible. Ce qui veut dire que l'aspartame serait beaucoup plus dangereux encore que les additifs alimentaires qui sont déjà dans cette C'est le plus dangereux. D'accord. Qui n'aurait jamais dû être autorisé. Donc moi j'ai immédiatement commandé ce livre, Excitotoxine, le goût qui tue, en anglais bien sûr, il n'est pas en français. Et j'ai été voir cette dame qui est là en photo avec moi en 2004, qui s'appelle Belinda Barnes, qui va bientôt avoir 80 ans et qui se bat contre ces additifs depuis 40 ans. Et son association s'appelle Foresight. Et l'idée, c'est de faire de la préconception, c'est-à-dire d'informer les futurs parents à préparer leur corps pour la conception en changeant leur alimentation. Et elle fait ça depuis des années. Additifs alimentaires, danger. Et c'est chez quel éditeur? Au Chariot d'Or. D'accord. Un éditeur indépendant. Ah oui. Okay. Donc j'ai mis 2 ans à écrire ça, en recoupant de nombreuses études. Melinda Barnes m'a donné des contacts avec de nombreux experts. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé comme une petite fourmi à chercher sur tous ces additifs-là. Il y en a plus de 430. Et en février 2006, mon livre est sorti. On est ce qu'on mange. L'aspartame a été autorisé aux États-Unis en quelle année? Alors, il faut savoir que ça a été d'abord découvert en 1965 par un chercheur dans un laboratoire pharmaceutique américain qui était en train de créer un médicament pour les ulcères. C'est le Monsanto au départ Non, c'était J.D. Searle. Et en fait, c'est en tournant les pages d'un document qu'il a mis son doigt dans cette poudre blanche et qu'il a mis son doigt à la bouche et qu'il a découvert que c'était sucré. Et ce chercheur a été voir son supérieur pour lui dire j'ai trouvé une poudre blanche qui sucre. Et en fait, c'est eux qui ont fait tous les bénéfices, mais il a été prouvé très très tôt par le docteur John Olney aux États-Unis, spécialiste du cerveau, que l'aspartame provoquait des lésions cérébrales chez les souris, des trous dans le cerveau. Et on a quand même autorisé ça dans la nourriture. Ça a été autorisé sous Reagan, non? Oui, alors exactement. D'abord, ça a été préautorisé en 1974 et puis retiré par la FDA pour plus de recherche. Et c'est en janvier 81, lendemain de l'élection de Ronald Reagan aux États-Unis, qu'avec la complicité d'un certain Donald Rumsfeld, aux États-Unis toujours, on a réussi, malgré toutes les controverses et les recherches sérieuses, à autoriser l'aspartame dans les produits secs. En 1983 dans les boissons. Et là, ça a été une catastrophe. C'est même très bien dénoncé dans un documentaire qui s'appelle Sweet Misery, qui est sorti en DVD en 2004 aux États-Unis. Et on explique bien toute l'histoire et comment ça a été autorisé malgré les contestations de consommateurs. Et après, ça a commencé à faire une épidémie de diabète, de troubles psychiatriques et de tumeurs au cerveau très graves. Une genre de tumeurs au cerveau qu'on ne voyait presque pas et qui ont commencé à être répandues. Est-ce qu'une partie de l'obésité aux États-Unis est due à l'aspartame? Alors, pour l'obésité, vous aviez le même expert, le Dr John Olney, qui avait prédit il y a bientôt 50 ans que si on continue à utiliser cet exhausteur de goût en grande quantité dans la nourriture industrielle, nous aurions une épidémie mondiale d'obésité et de diabète. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il y a ce produit-là qui peut provoquer le diabète et l'obésité, mais l'aspartame participe aussi à l'épidémie d'obésité, puisque des millions de consommateurs pensant bien faire en utilisant cet édulcorant de table ou sous d'autres formes, puisqu'il y a 6000 produits minimum alimentaires qui en contiennent, pensent bien faire pour leur ligne ou éviter le sucre. Et en fait, ils se retrouvent des fois dans des cas d'obésité morbide, jusqu'à 130-140 kg, sans savoir pourquoi. Parce que pour eux, ils ont suivi les conseils d'un nutritionniste ou diététicien ou autre, ou leur propre instinct, pensant bien faire, et ils consomment à forte dose ces produits-là, tout en faisant attention à ce qu'ils mangent à côté. Et c'est un leurre, puisque l'aspartame encourage la consommation de carbohydrates et de pâtes, de sucreries à côté. Donc les gens se disent, oh, je vais faire un excès, je vais prendre un gâteau à la crème, mais tout à l'heure je prendrai un édulcorant de table ou un sans sucre ou un soda light. Et en fait, c'est tout le contraire, puisque l'aspartame stimule l'appétit, trompe les papilles gustatives dans la langue et va bloquer le phénomène de satiété. Donc la personne va devenir soit boulimique, très souvent, ou ça peut provoquer aussi, j'ai de nombreux cas, je connais de nombreuses personnes, des moments d'anorexie, des périodes d'anorexie. Et étant donné que l'aspartame peut provoquer, officiellement reconnu aux États-Unis depuis 15 ans, jusqu'à 92 effets secondaires, puisque ça détruit le système nerveux, ça descend après à différentes parties du corps, et on ne va pas faire le lien
Donc on peut en prendre, malheureusement il y a des millions de consommateurs qui ont utilisé ces produits pendant 3 semaines, 10 ans, 15 ans, 20 ans, des fois plus, et qui ont souffert des maladies pas possibles. Et le jour où elles réalisent que c'était ça, ben, ça fait un choc quand même, hein. Ça surprend. Donc après, ben, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment même aux États-Unis, à Hawaï, en Angleterre. Là c'est vraiment très intéressant. Et en Italie, mais en France, rien. Alors il se passe quoi dans ces différents pays? Alors en Italie, vous avez le professeur Morando Sofriti, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à côté de Nice lors d'une de ses conférences l'année dernière. Donc il est là. Et un des derniers experts qui a prouvé que l'aspartame pouvait provoquer des leucémies et à long terme des cancers, surtout pendant la grossesse. Donc ils ont prouvé que si on en prenait pendant la grossesse, ça pouvait provoquer des pathologies assez graves chez l'enfant à naître. Donc ben on l'a fait mentir, on a dénigré ses études, on a fait croire qu'il avait pris des rats déjà malades, etc. parce qu'il a fait ses études sur des rats de laboratoire. Donc moi je l'ai rencontré, il y avait une conférence de presse à l'EFSA pendant 1h30 où ils ont menti, mais on voit bien les experts qui sont gênés, j'ai mis en lien dans mon livre. Et donc j'ai rencontré cet expert, je lui ai dit mais ça vous a pas énervé de les voir mentir comme ça? Il me dit mais non madame Bouger, je sais très bien qu'ils mentent, je n'ai rien à faire. Il me dit la semaine prochaine je vais à New York, je vais recevoir un certificat de récompense pour le résultat de mes recherches qui sont reconnus internationalement, sauf en Europe. Donc voilà, donc cet expert continue. Pour revenir sur l'histoire de l'aspartame, donc on est d'accord qu'en 1981 c'est autorisé, ensuite en 83 dans les boissons. Au niveau de l'Europe, à partir de quand c'est autorisé? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que c'était autorisé aux États-Unis, il a fallu que ça puisse être autorisé en Europe, d'accord? Ouais. Donc en Angleterre, je ne sais plus son nom de tête, mais il y a un député qui a été influencé avec une certaine somme pour l'autoriser sans dire rien, sans aucune concertation. D'accord. Après c'est parti au Canada et c'est parti partout, puisque l'Angleterre l'avait autorisé. Et la Commission européenne ils n'ont rien fait. Rien du tout. Rien du tout. Et ils font toujours rien. Et ça c'est assez énervant quand on pense qu'il y a des experts comme le professeur H.G. Roberts, qui est un des grands experts aussi dans la matière, qui est là. Il va avoir bientôt 80 ans, il a vu des milliers de patients intoxiqués, il était diabétologue et endocrinologue, et lui c'est une des sommités en question d'aspartame. Donc pour des personnes intoxiquées gravement, même des enfants, je le contacte par internet et il me donne des conseils, comme aussi ici le docteur Russell Blaylock, qui est neurochirurgien, nutritionniste et spécialiste du cancer, qui a pris sa retraite en 2005, et au lieu d'arrêter ses recherches, il a continué. Et donc cet expert avec qui aussi je suis en contact dénonce maintenant encore plus, depuis l'an dernier à la télévision, les méfaits du glutamate monosodique. Quelle est la différence entre l'aspartame et le... Alors l'aspartame est un édulcorant de synthèse, ouais. Et le glutamate monosodique est un exhausteur de goût. Mais à la base il est fabriqué par le même fabricant. Monsanto. Si vous voulez, c'est pas vraiment eux maintenant, mais ça a été revendu à d'autres qui fabriquent aussi en France. Alors c'était une société qui a été rachetée par Monsanto et qui a été revendue par Monsanto. Alors en fait, Monsanto s'est pris le projet aspartame pendant un certain nombre d'années. Quand ils ont vu que ça tournait pas très bien, ça a été revendu à des anciens directeurs. Donc une grosse firme qui fabrique ça en France et au Japon, mais je ne vais pas dire le nom maintenant. Et qui en fabrique des tonnes, c'est jusqu'à 10 000 tonnes par an. D'accord. On trouve aujourd'hui l'aspartame dans le Coca Light, par exemple, dans un certain nombre de boissons. Alors dans des yaourts, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y en a dans des yaourts, dans des boissons, et pas que des sodas. Donc il y a des sodas de grandes marques, des sodas de marques, de sous-marques on va dire. Et maintenant il y a même toute une série de produits où il n'y a même plus marqué light ou zéro ou free. Et il y en a. Donc, l'appellation en général c'est aspartame ou ça peut avoir aussi une autre appellation? Aspartame, A-S-P-A-R-T-A-M-E. Dans certains médicaments plus de 325, il y a aspartame sans E. Le code pour l'Europe c'est E951. Donc on peut avoir E951 sans qu'il y ait mention de l'aspartame. Oui. D'accord. Et on peut malheureusement aussi avoir, c'est plus rare en France mais c'est courant au Canada, aux États-Unis, la fameuse phrase contient une source de phénylalanine qui est obligatoire. Et ça les embête. Pourquoi? Parce que 2 ou 3% de la population pourrait être allergique à la phénylalanine, qui est 50% de la molécule. Donc on appelle ça souffrir de phénylcétonurie. Donc ils sont obligés légalement d'écrire cette phrase-là.
Et du coup, elle écrit bien sûr en tout petit. Et je reproche à une certaine marque de soda qui vient de sortir un nouveau parfum, à n'a même pas avoir marqué Free, Zero ou Light. Il y a marqué le nouveau goût et il y a de l'aspartame dedans. Donc les gens ne se méfient pas. Quel est le produit? C'est un soda qui est à base de soi-disant saveur mangue et passion. C'est très grave. Et là, il n'y a pas marqué avec édulcorant en gros devant. Bien sûr, il y a marqué le mot aspartame dans les ingrédients, mais les gens ne vont pas faire attention. Donc ça va maintenant aussi dans des jus de fruits, des briques de jus de fruits, où il y a des belles images de fruits, etc., où il y a marqué vitaminé. Et en tout petit, vous avez vert foncé sur vert clair avec édulcorant. Et dans les ingrédients, il y en a à peu près 24, il y a l'aspartame. Pour se dire, j'achète ce produit, c'est mon choix, c'est mon argent, c'est mon corps, c'est ma santé. Donc j'ai le choix, soit je l'achète et je m'auto-détruis, soit je fais attention, on va lire une étiquette une fois, on va se souvenir que ce produit n'est pas bon, on ne va pas le relire une deuxième fois, on l'achète plus. Sachant que le plus gros danger est chez les enfants. Chez les enfants, selon le docteur Blaylock, ça va 4 fois plus vite au niveau du cerveau. Donc si vous voulez, l'excuse des fabricants, c'est que le cerveau est protégé par une barrière hémato-encéphalique. Et que cette barrière ne permet pas à ces excitotoxines de pénétrer. Et ça, c'est pas vrai. Donc chez un enfant, cette barrière hémato-encéphalique est en pleine formation jusqu'à 18-20 ans, donc ça passe. Et chez une personne plus âgée, avec les pesticides, avec les glutamates, avec l'aspartame, avec la fatigue, avec les gens qui font trop de sport, avec les gens qui sont diabétiques aussi, cette barrière devient poreuse. Pourquoi vous dites trop de sport? Parce que chez les sportifs à haut niveau, qui font beaucoup d'entraînement, qui font beaucoup d'échauffement, la barrière hémato-encéphalique est plus fatiguée que chez d'autres. Et donc chez un sportif à haut niveau qui prend ses boissons pour sportifs, énergisantes, etc., les dégâts de l'aspartame sont beaucoup plus rapides. Les plus gros dangers sont donc neurologiques. C'est quasiment immédiat. Neurologique, obésité. Alors si vous voulez, comme ça atteint le cerveau par décomposition, le problème de la molécule, c'est qu'elle se décompose en d'autres sous-produits, à partir de 30 degrés. Elle se décompose en d'autres sous-produits? Oui. Il y a 3 composants de l'aspartame, de 50% de phénylalanine. Elle va se décomposer en diketopiperazine, qui est un produit qui peut provoquer des tumeurs au cerveau. Après, vous avez 40% d'acide aspartique, qui est tous les 3, donc ces 3 composants en tout sont en molécules libres, donc ne pas rattachés à d'autres molécules. Et là, 40% d'acide aspartique dérivé de produits chimiques, c'est très dangereux. Donc là, les experts expliquent que c'est neurotoxique en tant que tel. Et les 10% restants, c'est du méthanol de bois. Et ça, c'est très dangereux. Et à partir de 30 degrés, ça se développe en d'autres sous-produits à nouveau et ça va très très vite au cerveau et c'est extrêmement mutagène, cancérigène. Ça atteint l'ADN. Que font les scientifiques en France, en Europe? Que font la Commission européenne, les politiques? En France, rien. Donc on n'a absolument rien. Est-ce qu'il y a des scientifiques qui sont levés un peu là-dessus? Il y a 10 ans en France, il y a un spécialiste des reins en France qui a fait une étude qui est connue internationalement sauf ici. Il a donné de fortes doses d'aspartame en comprimé à des volontaires, des humains, dans des boissons froides, pour voir s'il y aurait plus de calcium dans leurs urines que les autres. Et effectivement, il se pourrait, d'après lui, que l'aspartame élimine le calcium par les urines. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs articulaires, des problèmes osseux, et qui consomment énormément de ces produits-là. C'est pas un chewing-gum peut-être ça peut faire des effets violents d'un coup, mais c'est pas un chewing-gum qui va vous détruire les os. Et en fait, ces gens ont des problèmes d'ostéoporose en plus, on va pas parler des autres problèmes comme le lait, etc. Mais ils ont surconsommé ces choses-là. On m'a rapporté une femme qui a eu un cancer des os généralisé et qui prenait des édulcorants de table depuis 15 ans. Donc ça attaque les os. Et dans d'autres pays européens, est-ce qu'il y a eu des initiatives pour essayer d'interdire cet additif? Il se passe certaines choses en Angleterre maintenant, parce qu'il y a une chaîne de supermarchés qui veut enlever l'aspartame de leur propre marque à eux, sur la demande des consommateurs, en disant que c'est mauvais. Évidemment, dans ce pays, en Angleterre, il y a de nombreuses victimes de l'aspartame, et gravement, même des enfants, parce qu'il y a beaucoup de boissons qui contiennent ça. Et comme le fabricant d'aspartame Ajinomoto n'est pas content, eh bien, ils lui font un procès. Seulement, après, il se passe beaucoup de choses aussi avec d'autres médecins en Angleterre et il y a beaucoup d'experts en Angleterre qui osent dénoncer ça plus qu'en France. Parce qu'en France, je suis désolée, je suis presque la seule et je commence à en avoir marre.
faudrait vraiment jeter le pavé dans la mare. Il faudrait mobiliser les consommateurs pour écrire aux autorités. Vous avez aussi Laurent Chevalier, qui est nutritionniste à Montpellier, qui a fait un livre sur la nourriture et qui explique que l'aspartame pourrait faire grossir, pourrait rendre dépressif, pourrait poser problème pendant la grossesse. Il a écrit avec un député de Montpellier à Roselyne Bachelot pour au moins interdire provisoirement l'aspartame pour les femmes enceintes. C'était en novembre dernier, elle n'a toujours pas répondu. Évidemment, elle va pas répondre. Connaissant Roselyne Bachelot... Voilà, il n'y a rien qui se passe. En attendant, comme je m'expliquais une petite fille de 8 ans dans un train, elle a compris que c'était pour le pouvoir et pour l'argent, donc elle voulait organiser à 8 ans des manifestations. Je dis ben non, t'es petite encore, tu pourras pas tenir le panneau et puis ils font ça pour l'argent. Et elle m'a dit voilà, moi j'ai compris devant la personne de sa famille qui était intoxiquée, elle me dit c'est comme une montagne. Eux ils sont en haut, ils se croient les plus forts, mais nous on est en bas et on est plus nombreux. Et j'ai rajouté ça dans mon livre pour faire un concours de dessin parce que c'était tellement beau. Et elle a raison, on a le pouvoir d'achat, on peut décider de oui ou non d'acheter ces produits-là. Donc aux États-Unis, il y a des DVD, il y a des émissions, il y a des publicités anti-aspartame, il y a des reportages de 9 minutes ou de quelques minutes qui sont percutants. En France, il n'y a rien. Ils l'ont toujours pas interdit aux États-Unis, ça? Non, il y a des démarches, on est en train de faire des démarches à Hawaï, dans l'état de Hawaï, pour voir si on pourrait l'interdire là-bas. Il y a les Philippines qui ont quasiment interdit l'aspartame, mais c'est pas complètement encore. Certaines rumeurs disent qu'au Japon c'est interdit, mais je le saurais. Vous pouvez vous l'interdire vous-même. Et ça marche, puisque une personne très connue aux États-Unis qui s'appelle Mark Gold a fait tout un texte pour prouver qu'un grand fabricant d'aspartame perd des millions d'euros par an depuis 4 ans. Donc il y a des gens qui commencent à faire attention, qui refusent de prendre ces produits. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui retrouvent la santé. Et ça, j'ai beaucoup de témoignages. Et du coup, les chiffres d'affaires de ces gens-là chutent. Alors, il y a une difficulté à arrêter ce genre de produit quand on en a pris pendant des années. Alors oui, quand on en a pris pendant des années, il faut savoir que le docteur Blaylock l'explique bien même sur Internet en anglais, que le but des excitotoxines, c'est de faire chuter le quotient intellectuel des gens et de le rendre dépendant du système et de la publicité. Donc il reste très peu de gens qui vont accepter l'information et qui vont réagir. C'est ça le but, c'est de rendre les gens vraiment moutons. Donc vous allez avoir des personnes âgées qui en ont pris 20 ans, qui vont vous dire mais non, ça me saurait, regarde-moi, ça m'a rien fait. Sauf qu'elle est obèse, qu'elle a perdu plein de cheveux, que ce soit un homme ou une femme, qu'elle a eu des sauts d'humeur, qu'elle a fait une dépression, qu'elle a eu des problèmes de vue, mais elle n'a pas fait le lien. Donc là, ces gens-là, il y en a qui vont vous envoyer balader, qui vont vous dire c'est pas vrai, on le saurait, mon docteur me l'aurait dit. Donc ça, c'est la première réaction. Si vous voulez, il y a une femme qui s'appelle Betty Martini, qui a créé une association il y a bientôt 15 ans aux États-Unis. Elle est là avec moi. Donc voilà. Et elle aide des millions de gens dans le monde entier avec son association à les informer et à les aider pour retrouver cette santé-là. Et ça, c'est sa carte de visite. Donc au moins, il n'y a pas de souci, c'est clair et net. L'aspartame tue. Donc si on ne comprend pas ça... Donc on est 85 bénévoles pour Mission Possible Internationale, donc moi je suis en France, aidez-moi. Il y a 50 personnes aux États-Unis et 34 autres personnes dans différents pays dans le monde entier. Et étant donné que moi j'ai énormément souffert à cause de cet aspartame-là, j'ai fait mon livre qui est dans 50 pays en français et qui est dans d'autres langues aussi. Je fais des conférences, j'en ai fait 26 dans toute la France et des émissions de radio. Et maintenant un petit peu à la télé, mais j'en sais trop, donc ces gens-là n'osent pas venir me voir. Là, il y a un manque d'information. Après, il faut savoir qu'il y a un phénomène d'addiction. Et plus on en prend, plus on en veut. C'est pour ça qu'il y a certaines sociétés qui font des boîtes de 90, 70 ou 80 chewing-gums. Et donc on va en partager avec toute la famille, ça fait plaisir, etc. Seulement on n'a pas lu les étiquettes, puisque aussi l'aspartame peut avoir la capacité de faire baisser la vue, voire rendre aveugle. Donc on est fatigué, on est stressé, on n'a pas le temps, on fait confiance à la marque. Et des marques, il y en a beaucoup. Il n'y a pas besoin de les citer, tout le monde les connaît. Donc le problème c'est qu'il n'y a pas marqué attention cancer, attention tumeur au cerveau. Et le phénomène d'addiction rend tellement accro qu'on arrive à manger jusqu'à 22 boîtes par jour. 22 boîtes de chewing-gum 22 par boîtes jour. de chewing-gum. Ça fait à peu près du 2000 chewing-gum en 3 semaines. Vous imaginez? Je connais un cas comme ça. Donc c'est très grave. Donc aux États-Unis, il y a 5 cliniques, et au Canada, il y en a 2, où on aide les gens à s'arrêter du jour au lendemain et on les désintoxique. D'un produit qui a été accepté par tous les gouvernements. Voilà.
Et en France, il n'y a rien. Donc ces gens-là, mon idée à moi, c'est de leur trouver, j'y arrive, des thérapeutes qui vont soigner avec des méthodes naturelles, donc homéopathie, mysticisme, naturopathie, etc., pour les aider à... Bon, il faut d'abord qu'ils aient la volonté de s'arrêter, hein. C'est pas facile. Hein. Parce que vous êtes en état de manque pendant des semaines après l'arrêt. Donc soit vous craquez, vous commencez et ça s'enchaîne, soit vous arrêtez. Et là, il faut surmonter cette période de manque, le docteur Roberts en parle beaucoup. Cette période de manque, ça va être des migraines, des moments de dépression, des tremblements comme ça, devant un paquet contenant cet édulcorant. Parce qu'on se souvient que c'était bon. Et on va avoir beaucoup de mal à s'arrêter. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter. Cela dit, moi je bois pas du tout de Coca-Cola et tout ce genre de merde. Et quand j'en ai essayé pour la première fois, j'ai tout de suite vu que sur le plan gustatif, sur le plan, il y avait un vrai problème et que ça passait pas. Donc il y a des gens qui sont sensibles comme vous, qui vont sentir ce mauvais goût tout de suite, qui vont pas aimer, ou qui vont avoir une migraine assez fulgurante en 10 minutes, 1 heure quoi. Donc là ils vont se dire, j'ai bu ça me plaît pas, j'en prends plus. Donc malheureusement c'est pas la majorité. Hein. Et dans beaucoup de produits maintenant, ils rajoutent d'autres édulcorants de synthèse en plus pour cacher ce goût. Donc j'ai vu beaucoup de femmes par exemple qui n'aiment pas les édulcorants de table ou les gommes à mâcher ou les boissons pardon, parce qu'il y a ce goût métallique un petit peu. Mais par contre dans les gommes à mâcher ou les bonbons, là elles ne sentent plus ce goût à cause des autres édulcorants à coller, toujours ensemble. Et donc là, elles deviennent accro à ces produits-là, se disant c'est bien, il n'y a pas cette molécule. Parce que pour la plupart des consommateurs français, on va dire, même qu'ils aient 15 ans ou 60 ans, l'aspartame, c'est son nom, n'est que dans les édulcorants de table. Ils n'ont pas fait attention que c'est aussi dans des yaourts à boire, des boissons, des desserts, des produits lactés, des glaces, maintenant des jus de fruits, des chips. Ils n'ont pas fait attention à ça. Donc pour eux, ils n'en prennent pas. Pendant ce temps, ils mangent d'autres produits. Il y a combien de produits en France, grosso modo ? À peu près, certaines sources aux États-Unis disent 8 000, moi j'aurais dit entre 6 et 8 000 produits. Seulement faire la liste, c'est impossible, qui sait qui va la lire. Donc il faut être vigilant et lire les ingrédients à chaque fois avant de le mettre à la bouche. Donc une personne qui en a consommé pendant 15 ans, qui s'arrête, qui au bout de 7 mois, 1 an, va beaucoup mieux, des fois plus vite, hein, je vous rassure, des fois une semaine on sent mieux, mais pas complètement, ça prend du temps à désintoxiquer. Et elle va en reprendre par hasard une seule fois. Donc elle se teste volontairement ou pas. Ça va être une tranche de gâteau cuit à l'aspartame, un chewing-gum, un verre, une gorgée de boisson. Mais les symptômes dont elle souffrait peuvent revenir en 1 heure, voire immédiatement. Et repartir quand même après. Ah ça dépend. Moi je ne conseille pas. Je veux dire, moi j'ai aidé des gens qui en ont pris sans le savoir parce qu'ils n'ont pas fait attention à un apéritif ou dans un fast-food où on leur a mis de mauvais soda. C'est grave, hein, ça fait peur. Hein. Donc dans le moindre des cas, bien sûr, la personne pourra avoir des insomnies, une migraine, des diarrhées. Mais dans le pire des cas, ça peut très mal finir. Hein. Ça peut faire des problèmes dans le cérébro comme une attaque, un AVC. Parce que quand on arrête sur le plan neurologique, le problème est résolu si vous voulez, il y a par exemple Corey Brackett qui a fait un DVD qui s'appelle Sweet Misery. Donc elle avait apparemment une sclérose en plaques en 2002. Et en fait, elle avait bu pendant 20 ans du soda light. Donc elle avait une énorme tache au cerveau, et beaucoup de gens qui ont des taches au niveau cérébral. Elle avait une énorme tache au niveau du milieu du cerveau et d'autres taches autour. Et elle, depuis qu'elle a arrêté, elle a changé d'alimentation complètement, elle a suivi certains conseils en nutrition et elle marche, elle a perdu 34 kilos, elle a plus cette tache dans le cerveau, elle doit faire des analyses pour voir si les autres ont disparu. Elle a fait ce documentaire qui est formidable et qui est très connu aux États-Unis et pour trouver la vérité. Et elle a trouvé vraiment la vérité. Quand vous disiez tout à l'heure, c'est presque on a l'impression que c'est une secte qui veut détruire l'humanité. Enfin, vous disiez tout à l'heure, finalement... En fait, c'est le docteur Deagle au Canada qui le dénonce haut et fort aussi. Lui, il va beaucoup plus loin dans le sens où il explique que c'est voulu, que le problème, la nourriture, les ondes, les portables, les wifi, tout ça, c'est voulu pour tuer un maximum de personnes. Moi, je m'avance pas autant, mais on parle au Canada de nourriture de Frankenstein. Et il avait dit une phrase lors d'une émission à laquelle j'ai participé par téléphone au Canada. Si vous ne contrôlez pas votre nourriture, c'est votre nourriture qui va vous contrôler. Et ça rejoint tout à fait ce que dit le docteur Belloc. Il y a aussi un expert qui s'appelle Ralph Walton, qui est psychiatre aux États-Unis et qui étudie les troubles de la personnalité et les troubles psychiatriques liés à l'aspartame depuis 20 ans. En France, les gens qui font une dépression, parce que l'aspartame joue sur le rôle de sérotonine,
au niveau du cerveau, et on en a vraiment besoin de cette sérotonine. Quand il n'y en a pas assez, évidemment, il y a des problèmes de bipolarité, de dépression, etc. Et on va traiter avec des antidépresseurs, mais il faut savoir que l'aspartame, elle, interagit avec le fluor, les antidépresseurs, les médicaments et les vaccins. C'est vrai. Tu es en train de nous citer tous les produits qu'il vaut mieux pas prendre, savoir le fluor. C'est grave. Donc du coup, les gens ne savent pas. Moi, j'ai déjà vu une jeune fille dans le sud de la France à 13 ans, qui mangeait des chewing-gums sans sucre depuis des années, qui était dépressive. À 12 ans, on lui fait prendre des antidépresseurs très forts. À 12 ans, à l'hôpital. Elle continue sa consommation de chewing-gum parce que personne, même pas le médecin, lui a expliqué que c'était interactif. Et 6 mois plus tard, elle fait une tentative de suicide à 13 ans et demi. Donc non, moi je l'ai rencontrée, elle était déjà bien intoxiquée. Et il m'a fallu une journée entière d'atelier pour la convaincre. Et elle m'a expliqué qu'une de ses meilleures amies consommait les mêmes chewing-gums depuis l'âge de 8 ans. Et elle a eu une hémorragie cérébrale à 12 ans et qu'elle est handicapée du côté gauche. Donc cette jeune fille, elle a 16 ans aujourd'hui, elle est handicapée. Elle ne veut pas savoir, elle ne peut pas s'arrêter. Elle ne veut pas s'arrêter. Non, elle ne peut pas. Elle a 16 ans. Donc bon, vous allez me dire, c'est dommage, elle est déjà handicapée. Mais je connais d'autres cas, 6 cas en tout. Sur les 6, il y en avait que 5, c'était des chewing-gums. Et l'autre, c'était des bonbons à la menthe, tous à l'aspartame. Et ils sont tous handicapés du côté gauche. Donc il semblerait, selon certaines sources et associations, qu'il y aurait entre 15 et 20 000 nouveaux cas d'AVC par an en France. Il n'y a pas que ça, on peut fumer, on peut boire. Un AVC. Une hémorragie cérébrale qui après soit on s'en sort avec des handicaps lourds. Donc côté gauche, ça va être physique, plutôt le bras qui va avoir du temps à revenir, ou la jambe, on va pouvoir remarcher mais plus lentement. Et côté droit, ça va surtout toucher ce qui est parole, mémoire, et le bras va sûrement beaucoup moins bien revenir. Donc on est vraiment hémiplégique d'un côté ou de l'autre, et c'est vraiment dangereux. Donc l'idée, c'est faire de la prévention. Et quand je vois des jeunes filles, et j'en vois énormément, 65% des gens que je rencontre, c'est des gens qui ont entre 12 ans et 25 ans et qui sont accros à ces produits. Il y a vraiment une sonnette d'alarme à tirer. Et qui me disent, non, je vais finir la boîte et après je m'arrêterai. Et là je me dis, excuse-moi, mais tu es jeune, tu es jolie. Tu n'as pas envie peut-être d'avoir une hémorragie cérébrale à cause d'un seul chewing-gum en trop. Arrête-toi. Et là, la boîte, on me la donne. Parce que je préfère, si les jeunes, je leur dis un peu fort parce qu'il faut leur dire, comme ça ils ont connaissance des risques. Parce que moi j'aimerais pas que ça leur arrive et qu'on me dise, vous ne l'aviez pas dit. Donc les jeunes, je leur dis, les enfants, je leur raconte plus doucement avec une petite histoire. Et les personnes âgées, j'y vais doucement parce qu'ils sont très sensibles aussi. Mais il faut qu'ils ont droit à la vérité. Même dans le code pénal, dans le droit des enfants, l'enfant a droit à la santé et il a droit à l'information. Tout ce qui est scientifique, ils ont droit à l'information, même les enfants. Donc les parents aussi. Seulement, on cache cette information pour le pouvoir, pour l'argent. Et pour d'autres sombres raisons, peut-être. Si on revient de manière un peu plus large sur d'autres additifs, parce que là, on a parlé essentiellement de l'aspartame, mais il y a énormément d'additifs que vous mentionnez dans votre ouvrage. Quels sont les plus dangereux, enfin les plus... Vous avez le deuxième plus dangereux, après c'est le glutamate monosodique, c'est très bien expliqué dans ce livre encore une fois. Vous apprendrez beaucoup de choses. Donc ce glutamate monosodique est un exhausteur de goût. Le glutamate monosodique a pour rôle d'amplifier les goûts de tout ingrédient avec lequel il est mélangé. Donc il y a là aussi un phénomène d'addiction. Seulement le problème, comme dit le docteur Blaylock, c'est qu'en 1995 on pensait qu'il altérait surtout le cerveau. On pensait aussi que ça avait été retiré des nourritures pour enfants. Ça n'a pas été le cas. Et en fait, ce glutamate va être assimilé, c'est prouvé depuis 2007 par le docteur Blaylock, par des cellules au niveau du cœur, des poumons, des organes reproducteurs, etc. Et ces cellules-là vont s'autodétruire une fois qu'il est dans le sang. Donc le docteur Blaylock dénonce le glutamate monosodique comme étant un fertilisant pour les tumeurs cancéreuses. Et il explique qu'il a vu, c'est spécialiste aussi du cancer, il a vu des tumeurs grossir à vue d'œil alors que la personne consommait ces produits. Donc c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Le glutamate, on le retrouve dans quel genre de produit? Le docteur Blaylock a fait une très belle conférence en 2007. Et à la fin de la conférence, il regarde les gens et il dit je suis désolé, je me devais de vous le dire, c'est dans toute la nourriture. Parce que le glutamate monosodique se cache sous 30 à 40 noms différents.
et qui n'ont de cesse d'en rajouter. Et maintenant, il y a même le mot arôme naturel dans certaines marques où c'est rajouté par un autre fabricant de produits chimiques. Et donc il faut savoir que plus la marque est connue, plus elle est malhonnête. Voilà. Donc il faut cuisiner soi-même. Donc, oui, donc ça veut dire qu'effectivement, si on veut vivre en bonne santé, on a intérêt à plutôt acheter des produits du marché, quoi. Ouais, oui, en évitant si possible les pesticides, etc. Mais c'est un autre débat aussi, toujours relié au même monstre, on va dire. Mais le problème, c'est qu'il faut réapprendre à cuisiner, il faut réussir à se passer de certains méthodes de cuisson qui sont toxiques, il faut réussir à prendre conscience qu'on est ce qu'on mange et qu'il y a des liens. Et en France, on dit rien, malheureusement. Il y a un fort lien entre la nutrition et le comportement. Et l'aspartame, comme le glutamate, peut rendre violent. Donc c'est bien démontré par de nombreux experts, comme le docteur Belloc entre autres, et il faut que ça se sache. Ce qui veut dire qu'en fait, en dehors de moyens de manipulation comme la télévision, la radio ou ce genre de choses, l'alimentation peut permettre aussi de manipuler... Ah mais c'est le but. L'alimentation, c'est par le biais de ces excitotoxines et puis après des ondes, etc., c'est de détruire le cerveau humain pour faire baisser le quotient intellectuel, jusqu'à ce que la personne, le docteur Belloc le dit tellement bien, qu'à force de répéter qu'il faut manger ça, boire ça, prendre ça, etc., la personne va y croire parce qu'elle n'a plus la capacité mentale ou le quotient intellectuel nécessaire pour réagir. Donc la personne, elle va manger tout ce qu'on lui propose, et il n'y a pas que les additifs malheureusement, et donc elle va devenir dépendante du système de l'État. Donc du coup on va les manipuler. Seulement à la fin il reste qu'un petit pourcentage de personnes qui ont la capacité de réaliser cette manipulation, qui vont s'en sortir. Mais le docteur Deagle au Canada explique que le but c'est de tuer des milliards de personnes. On ne tient pas compte de la souffrance d'un enfant ou de parents qui perdent un enfant d'un cancer fulgurant des reins par exemple à 6 ans, ou de bébés qui naissent avec des tumeurs au cerveau. Alors c'est vrai qu'on note en Europe notamment une forte augmentation des cancers chez les jeunes, chose qui était jamais vue. C'est grave parce qu'en fait il y a des parents après qui me disent heureusement qu'il y avait les maisons d'un certain fast-food à côté de l'hôpital pour héberger les parents des enfants qui sont cancéreux. Je suis désolée, je veux dire, c'est bien dénoncé que de nombreux fast-food utilisent le glutamate à outrance dans leurs produits. Ce glutamate, comme le dit le docteur Belloc en 2007, augmente la taille des tumeurs cancéreuses. On peut donc présumer que les fast-foods participent à l'épidémie d'obésité et de cancer. Et après, on va construire des maisons pour héberger les parents à côté de l'hôpital pour qu'ils aillent voir leurs petits-enfants chéris en chambre stérile. C'est n'importe quoi. On produit le cancer et après on fait la Voilà, c'est ça. Je suis désolée, je compatis avec la douleur des parents qui perdent leur enfant de cancer, c'est très grave, mais il faut faire de la prévention et apprendre aux parents à bien manger avant la grossesse, pendant la grossesse et à élever leur enfant sans produits chimiques. Seulement en France on est loin du compte. Loin du compte, très loin du compte.